Tout le monde vous dit vous êtes un garçon, vous allez dans le vestiaire des garçons, vous faites des trucs de garçons. Tout ce que je savais, c'est que j'étais une fille et qu'on me disait le contraire. Moi, depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, je sais que je suis une fille et que la nature m'a joué un drôle de tour en me donnant un corps de garçon. C'est là où j'ai compris qu'en fait, j'étais pas dans le bon corps. J'étais jamais à ma place. Il y avait un éléphant au milieu de la pièce et personne ne le voyait. Ce qui me rendait le plus malheureuse, c'était de ne pas être écoutée, de pas pouvoir être moi. J'ai accepté le rôle, on m'a dit ok garçon, et puis j'ai fait garçon. Un jour, ma mère l'a su. Et à partir de ce moment-là, quand elle me tabassait, elle me disait il a le diable en lui. En fait, je voulais pas juste me déguiser en femme. Je voulais être une femme. Et oui, je me suis presque dit tous les soirs de ma vie pendant 18 ans que la bonne manière c'était d'en finir. Jusqu'à un soir de mes 30 ans où j'ai vraiment essayé. Être emprisonné depuis toujours dans un reflet, une identité qui ne leur correspond pas. C'est ce que vivent les personnes transgenres. Je pensais que ça allait être, que j'allais rester un garçon toute ma vie. Je ne savais pas qu'en fait, j'avais le droit de changer. Parmi elles, des femmes dont un tiers a déjà tenté de... Il n'y a jamais personne qui est venu pour m'aider. La seule personne qui est venue, c'est moi. Pas un choix, pas une maladie, pas une sexualité. Être femme transgenre, c'est avoir la certitude viscérale d'être femme, tout en étant née assignée garçon. Au début, je croyais pas beaucoup de ma transition possible. Et du coup, quand je me voyais, je me disais, mais si, t'es la belle fille que tu es intérieurement. Pour beaucoup, effectuer une transition, c'est avant tout faire la grande opération. C'est la question, mais qu'as-tu dans ton pantalon? La quête de féminité des femmes trans est pourtant tellement plus vaste. Pour certaines, elle se limite à un changement de prénom. D'autres passent par la chirurgie pour être en harmonie avec ce qu'elles sont intérieurement, une femme. Mais en tout cas, ce sera la meilleure version de moi que j'aurais pu imaginer. Moi, ma vie, je la vis pour moi. Je la vis pas pour vous. Pour mieux les comprendre, nous avons suivi pendant 1 an Mégane, Iris Rose et Abigaël. Toutes nous ont confié au quotidien leurs angoisses, leurs déceptions, leurs petites et grandes victoires. Quoi que je fasse, il y a toujours des gens qui ne me considéreront pas pour qui je suis. Et c'est très très difficile. Le monde n'est pas parfait, mais la vie est belle. Pour décrypter les étapes par lesquelles passent ces femmes, nous avons fait appel au docteur Morel Journel, urologue et spécialiste des parcours de transition. Le fait de cataloguer les gens entre hommes et femmes aujourd'hui ne convient plus assez à beaucoup de gens et il faut qu'on apprenne à accepter tout ce large éventail qui va du masculin au féminin. Après des années de mal-être, toutes 3 s'affranchissent du regard des autres pour mener le combat d'une vie, devenir celles qu'elles ont toujours été, devenir soi, devenir femme. Nous rencontrons Mégane pour la première fois à Bruxelles, à l'automne 2020. Elle est une jeune femme transgenre belge de 32 ans, née assignée garçon. Avant sa rencontre avec Odili il y a 2 ans, elle possédait tous les stéréotypes du garçon viril et sportif. C'était tout un personnage en plus, je surjouais la virilité ridicule. Car depuis l'âge de 6 ans, elle se sait fille au fond d'elle. Moi, j'avais pas de problème avec mon corps jusqu'à l'adolescence, en fait. Parce que j'étais toujours la plus frêle, je me laissais pousser les cheveux. En plus, j'ai fait ma puberté vraiment assez tard. Et moi, ce qui a été horrible, c'est toutes les modifications de mon corps dues à la testostérone. Donc, les poils, la pomme d'Adam, j'ai vu ma mâchoire qui est devenue de plus en plus carrée, les arcades sourcilières un tout petit peu se renforcer. Et ça a été des trucs vraiment, vraiment horrible parce qu'on voit son corps qui change très, très lentement. En plus, on le voit pas tout de suite et on sait rien y faire. C'est hyper puissant, des hormones. On s'est pas mentalement bloqué. Plus tard, c'est lors de soirées déguisées qu'elle ose s'habiller en femme. Elle y fait la rencontre d'Odili, sa petite amie. C'était la soirée Halloween, elle était déguisée en Harley Quinn. Des bas en résille, des grandes bottes, je crois. Ah non, c'était des escarpins rouges avec des couettes bleues. Avec des couettes et une batte de baseball. Ouais.
Je l'ai draguée, j'étais fille. On est restés ensemble tout le reste de la soirée. Pour elle, c'était voilà, un garçon bien en fille, mais ça l'a pas arrêté en fait. Et du coup, c'est peut-être là aussi que je me suis dit, oh, mais c'est peut-être la bonne. Au bout d'1 an de relation amoureuse, toujours homme dans sa vie sociale, il lui faut trouver le moyen de révéler la vérité à Odili. Bah oui, mais tout le temps. Ça sortait pas, je n'arrivais vraiment pas à le sortir. J'ai l'impression que c'était un secret hyper pesant. Et là, c'est Odili qui commençait à pleurer. Mais vraiment... Ça m'a fait peur. Oui, elle croyait vraiment que c'était un truc terrible. Et il y a quand même un truc qui m'inquiète parce qu'elle m'a dit... Donc après elle me dit « Ah mais j'ai cru que tu avais tué quelqu'un et que tu allais me demander de venir l'enterrer avec toi. » Du coup, c'était quelque chose d'encore pire. Oui, moi. du coup, je lui dis, elle me fait « Oh, c'est juste ça !» Et c'est ce que j'aurais dû me dire aussi. Alors, femme transgenre, c'est une femme qui, biologiquement au départ, était un homme et qui va se sentir complètement femme ou partiellement femme et qui va souhaiter donc pouvoir faire une transformation pour aller vers l'autre genre, le genre qu'elle ressent et qui est le sien. Meghan entame alors lentement sa transition physique. D'abord en arborant une garde-robe plus féminine et apprenant à se sculpter un nouveau visage. De savoir que mettre une ombre là, ça allait me faire un visage plus fin, juste mettre un peu d'ombre ici ou là, et ça change quand même l'aspect d'un visage. Ça change pas tout le visage, mais ça va paraître aux yeux de quelqu'un beaucoup plus fille ou beaucoup plus fin. Et du coup, ça me faisait prendre espoir. Au début, je croyais pas beaucoup de ma transition possible. Et du coup, quand je me voyais, je me disais, mais si, t'es la belle fille que tu es intérieurement, tu l'es aussi. Traitement hormonal, féminisation du visage et augmentation mammaire. En 1 an et demi, Meghan a subi plusieurs opérations. Il n'y a pas de parcours de transition préfabriqué où il y a l'étape A, l'étape B. Ce n'est pas des opérations qui font de vous qui vous êtes. C'est vous qui choisissez celle que vous réalisez pour atteindre votre zone de confort. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour se débarrasser d'un autre attribut typiquement masculin, sa pomme d'Adam. Quand je marche, j'essaye toujours d'être comme ça, de ne pas faire de gestes, ou même quand je bois, j'ai peur qu'en déglutissant, ça fasse le gros retour de glotte comme ça. Je me dis qu'en plus de modifier l'aspect de mon cou, ça va peut-être modifier même mon allure et la manière dont je me porte, parce que je n'essaierai plus toujours de cacher ce détail qui pour moi est un des plus gênants sur mon visage. Du coup, ça sera peut-être même assez chouette un peu de découvrir le monde en tendant le cou, quoi. Grâce à cette intervention, elle espère se rapprocher encore un peu plus de son idéal féminin. Le corps de rêve et le visage de rêve, je ne sais pas si de toute façon on peut l'atteindre, mais en tout cas ce sera la meilleure version de moi que j'aurais pu imaginer. Pour que je puisse vivre avec tous les jours, que les gens ne me regardent pas pour se dire est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille ou quoi. Je l'ai tellement imaginé, ça paraît même un peu irréel en fait. C'est pour préparer cette opération que Meghan se rend chez le docteur Norman. Ravi de vous voir. Ce chirurgien s'est déjà occupé de féminiser son visage. Il est l'un des pionniers de ce type d'opération. Il a formé à ces techniques quelques-uns des meilleurs spécialistes de la planète. C'est le dernier trait masculin de votre visage. On fait une incision juste ici, parce que je n'aime pas l'incision au milieu de la trachée. Ça laisse toujours une cicatrice et ça attire le regard des gens sur la cicatrice quand ils vous regardent. On enlève la pomme d'Adam comme ceci pour que ce soit aussi plat que possible. La cicatrisation est très rapide. Vous allez pouvoir quitter l'hôpital dans la journée. L'intervention semble anodine. Et pourtant, c'est une véritable épreuve psychologique qui attend la jeune femme. Notre première rencontre avec Iris Rose remonte à l'hiver 2020. Toute sa vie, elle a été l'unique gardienne de son secret. Colonel dans l'armée,
Son statut et son uniforme lui ont permis de cacher qui elle était vraiment. Mariée pendant 20 ans, elle n'a jamais osé révéler sa transidentité à sa femme. En 2019, 8 ans après son divorce, Iris Rose est mutée à Marseille. C'est là que le déclic se produit. Elle a alors 57 ans. Bonjour. Ça va toi? Iris, comment va? Ça va? Enfin? Oui, et toi? On commence à y aller, ça vous dit? Quelque temps après son coming out, elle s'est inscrite dans ce cours de théâtre à Marseille. On y va, on démarre, on se met en cercle, s'il vous plaît? Ok, allez. Tire. Lâche. Redresse. L'objectif, apprivoiser sa récente identité féminine Va chercher loin. et prendre confiance en elle. Ramène. Je suis resté tellement longtemps enfermé dans un rôle qui n'était pas le mien que maintenant, ok, j'en suis sorti, je commence à vivre ma vie, mais j'ai tout un tas d'apprentissages à faire et c'est pas facile d'apprendre à être. Enfin, c'est pas un truc qui se fait comme ça, quoi. Lève la tête, Iris. Regarde bien en face de toi. Tire ce fil. Ouvre les épaules. Iris affirme sa féminité. Collier de perles et manucure impeccable, elle ose affronter le regard des autres. Qui je suis moi, ici et maintenant. Ce que je suis n'est une insulte pour personne. Je ne demande ni permission, ni compassion, ni tolérance, ni pardon. J'ai ma place. Carole, la professeure, a vu Iris Rose s'ouvrir peu à peu. Iris, quand je l'ai vue au premier atelier, maintenant, c'est plus la même personne. Elle était en noir et blanc, en fait. Elle était un souffle, quelque chose qui n'était pas encore là. Et elle n'est pas encore complètement là. Mais elle est colorée, ça y est, on la dessine, on la voit. Au moins là, on la voit. Elle n'est pas encore pleine, c'est comme un vase qui se remplit, mais le vase est là. Alors qu'avant, il n'y avait pas le contenant. J'aurais pas dit mieux. Je pourrais en pleurer de ce que tu as dit. Merci. Merci à toi. Lee a lui aussi suivi de très près l'évolution d'Iris Rose. Il est transgenre et président de Transat, une association d'aide aux personnes trans. Après son coming out, Iris a trouvé auprès de lui une oreille attentive, un espace de sécurité et des conseils pour amorcer sa transition. Quand je suis arrivé à Marseille, c'est lui qui m'a donné les outils pour comprendre ce que je vivais et être capable déjà de me l'expliquer à moi. Je ne suis pas malade. Je suis comme je suis, ça existe. Je ne suis pas la seule à être comme ça existe. En fait, tu as trouvé un espace où tu n'étais plus obligé de te justifier. Peu importe à quoi tu ressembles, peu importe tes goûts, on va juste s'accorder à respecter ton identité. Si tu dis que tu es une femme, point. Après plusieurs mois de traitement hormonal, Iris s'apprête à subir sa première intervention chirurgicale. Une féminisation du visage pour adoucir ses traits. Tu fais quoi? Les bosses du front, la ligne des sourcils, lèvres blanches et le menton. Yes, total un peu. Voilà. Et puis une fois que ça c'est fait, après ça sera déjà... Une opération qui nécessitera plusieurs semaines de convalescence avant qu'Iris puisse enfin découvrir son nouveau visage. Je commence à être un peu, non, pas peureuse, mais de l'excitation, il y en a toujours. Et oui, un petit peu d'appréhension, voilà, parce que c'est quand même une grosse opération. À Gap, nous rencontrons Abigail et Rachel, sa petite amie. Abigail a 23 ans et vient tout juste d'entamer sa transition. Photo scolaire. Waouh! Ouais, ça date un peu. Ouais. Un peu beaucoup. Ça, c'était en hiver à la plage avec Lisiane. Elle naît et grandit dans le corps d'un garçon. Un corps et un genre dans lesquels elle se sent plutôt bien au départ. Sa maman, Valérie, se souvient d'un enfant facile et joyeux. Dès qu'il voyait l'appareil photo, il fallait qu'il soit beau, il fallait qu'il pose, c'était rigolo. Puis toujours le sourire aux lèvres. C'était un petit très agréable.
Ah, t'étais tout fier parce que t'étais dans notre lit et que t'avais pas trop le droit. Et les carnavals de l'école. Ouais. Tu te rappelles? Oui, bah un peu quand même. Bah ouais. À l'adolescence, ce désir d'être femme devient de plus en plus présent, mais Abigail semble résignée. C'était vraiment l'idée un peu d'une fatalité, d'un coup du sort. Je pensais que ça allait être, que j'allais rester un garçon toute ma vie et que c'était comme ça et que point final. Et je ne savais pas qu'en fait j'avais le droit de changer. La jeune femme va de plus en plus mal, se renferme sur elle-même. Valérie, elle, ne se doute de rien. Non, j'ai jamais rien vu, rien compris. Ce que je savais, c'était que c'était une personne hypersensible, très nerveuse, avec un certain mal-être. Et moi, j'avais mis ça sur le compte de mon divorce. Je me suis complètement plantée, en fait, de direction. Aujourd'hui, avec le recul, elle culpabilise. Je m'en suis voulu de l'avoir mis dans une classe rugby, de la 6e à la 3e, de l'avoir forcé à être un garçon, en fait. De l'avoir élevé toujours un peu avec un côté rigide. J'ai grandi comme ça. Est-ce que j'aurais réellement grandi autrement si on avait fait ces changements plus tôt? Non, je pense pas. Mais honnêtement, ma chérie, si t'avais été une fille avant... Ouais. Tu m'aurais pas fait faire de la danse. J'aurais pas aimé. Bon, ben ça va, là. Tu me rassures. Donc non. Mère et fille parlent aujourd'hui librement de la transidentité d'Abigail. Pourtant, il y a un an, l'annoncer à sa mère a été une épreuve pour la jeune femme. J'en avais déjà parlé à des amis très proches du lycée, mais c'est pas pareil, c'est des amis. Là, c'était ma maman. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, mais c'est quoi le problème? Je lui ai dit, il n'y a rien de grave en soi. Je lui ai dit, si toi, t'es bien comme ça, voilà, moi, je m'en fiche, quoi. T'es toujours mon enfant. Et puis, du coup, on en a beaucoup discuté. Je lui ai posé plein de questions, parce que moi, le transgenre, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et moi, trans, pour moi, c'est un drag queen, quoi. Donc, je lui dis, mais... Elle me dit, mais non, c'est pas ça. Une fois que le message était sorti, ça m'a permis, moi, de me libérer, de me sortir, de me montrer au grand jour, de m'assumer et aussi c'était un pas, c'était le premier petit pas. Délestée de son lourd secret, Abigail fait un second pas dans sa transition. Pour tourner la page de sa masculinité, elle se met en quête d'un nouveau prénom. Et elle tient à le choisir avec sa maman. Les personnes que je voyais en vidéo ou dans les reportages télévisuels, c'était souvent des prénoms Vénus, étoile, des choses un peu pour moi abracadabrantes, et c'est ce qui me faisait peur. Voilà. Et en fait, elle avait dressé une liste de prénoms qui lui plaisaient bien. Et puis un jour, je lui dis, mais pourquoi pas Abigail? Ça a été un échange, on l'a fait ensemble. Au final, ça reste un prénom, mais moi, sur ce coup-là, sur mon feeling, ça me semblait important de moi le aussi, faire avec toi. C'était bien. Mais il arrive encore à Valérie d'utiliser cet ancien prénom qu'Abigail n'a plus envie d'entendre. Pendant 21 ans, ça a été Cyril. Et puis du jour au lendemain, c'est Abigail. Mais j'ai tendance à faire un distinguo, une différence entre Cyril et Abigail, même si c'est la même personne. Quand je parle d'elle quand elle était petite, je vais dire Cyril. J'ai du mal à dire Abigail quand elle était bébé, elle avait fait ça, ou quand elle était... voilà. Parce que pour moi, c'était pas la même personne. Le prénom de naissance est appelé dead name, littéralement prénom mort. L'utiliser est souvent perçu comme une agression. C'est une violence, mais pas possible. C'est presque une insulte au final. Mais si je le fais, c'est pas méchamment, c'est inconscient et voilà. Bien sûr. Souvent, c'est dans la précipitation. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est pas impossible puisque je le fais. Je t'appelle Abigail. C'est un peu méconnaître toute cette volonté et tous ces efforts que fait la personne pour aller vers son genre désiré. Et donc, quelque part, c'est créer de la souffrance inutile. Ce qui est important, c'est comment on peut aider la personne à se sentir bien. Et donc, si elle dit,
appelez-moi Alexia, on appellera Alexia si c'est quelque chose qu'elle souhaite et qui lui permet de se sentir bien dans son corps. Et c'est important qu'on respecte ça. Changer de prénom est une étape importante de la transition, mais elle ne protège pas du mégenrage. Le fait d'appeler une personne trans par son genre de naissance, Megan va en être victime. Nous la retrouvons à l'hôpital où elle va se faire opérer de la pomme d'Adam. De temps en temps, le monde médical vous met un tout petit coup au moral. Donc voilà, donc ça c'est sur la petite bandelette qu'ils mettent à tout le monde. J'ai mon vrai prénom, mon vrai genre affiché. Mais comme on est dans les bases de données, eh ben eux ils savent. Donc entre parenthèses, ils remettent les anciennes données. Appeler une femme transgenre monsieur, c'est du mégenrage et c'est quelque part une vraie faute professionnelle si on le fait, nous, médecins par exemple. Même si tout n'est pas parfaitement en conformité, je crois que c'est très important de bien genrer les gens comme ils le souhaitent. On vous ouvre, on vous recoue, on opère pendant des heures, on vous endort. Et c'est très très difficile de ne pas baisser les bras et de ne pas abandonner. J'aime pas quand on dit qu'on est courageuse parce que vraiment c'est comme... J'ai pas vraiment de choix en fait. Du coup, je trouve qu'on est courageuse si on a un choix. Moi j'ai pas de choix mais... Et voilà, je traverse. Quelques semaines après l'opération, Megan a retrouvé le moral. Alors je fais une petite vidéo depuis que j'ai retrouvé ma voix après mon opération. C'est pas super évident encore, mais je trouve que le résultat est pas... Enfin, il est pas trop mal à moi que la pomme d'Adam. Maintenant j'ai un goitre, mais j'espère que ça va dégonfler. La cicatrice a l'air d'être très très bien. Un mois plus tard, la cicatrice n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir. Mais il reste une spécificité masculine que les opérations et les hormones féminines ne parviennent pas à gommer. Une fois par mois, Megan se rend dans ce centre d'épilation laser. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça va? Pas grand-chose, hein? Un petit peu là au niveau, oui. Je vais vous demander de passer des lunettes. La lumière du laser vient détruire définitivement le bulbe de ses poils. Avant le laser, j'essayais de raser très près. Mais ce qui était gênant, c'est que pour faire ça, je devais laisser pousser 1 ou 2 jours. Du coup, pendant 1 ou 2 jours, je ne sortais plus. Et après, avec un fond de teint, et avant le fond de teint, une base orange, parce que ça contre bien la couleur bleue. Donc. Ça va la douleur, supportable? Ça va, ça fait pas du bien, mais dès qu'on arrive au niveau des lèvres, ça pique quand même très fort. Après 12 séances, la barbe de Megan ne repousse pratiquement plus. Là, je peux me lever le matin, aller chercher mon croissant, et voilà, je ne dois pas me maquiller, personne ne fera « Oh, une grosse moustache sur une fille, c'est peut-être pas une fille, ou peut-être que si ». Enfin, il n'y aura juste plus de questions dans les yeux des gens en face. Une démarche qui a un coût, 100 € la séance. Voilà. Merci. Et ce n'est pas la seule dépense à laquelle Megan doit faire face. L'opération de féminisation faciale, oui, c'était 17 000 €. Donc, c'était une grosse somme à sortir et ça s'additionne très vite. La pomme d'Adam, ici, voilà, ce qu'il fallait payer, c'était encore 3 000 € en plus. Chaque mois, entre 600 et 700 € partent dans le budget transition de Megan, soit presque un tiers de son salaire. Oui, c'est-à-dire que je me prive de certaines choses, surtout les vacances. J'ai un petit tableau Excel et voilà, j'ai budget sorti, je crois que c'était 80 € sur mon mois, donc une mauvaise soirée dans un café, une commande de bouteille un peu impulsive et c'est fini, quoi. Donc, et c'est un peu gênant aussi d'être tout le temps celle qui paye pas le verre, donc même ce que je mange, c'est carré, quoi. Je pèse, je compte, et, donc voilà. C'est des sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Alors, pour rembourser son crédit, Megan a eu une idée plutôt surprenante. Oui, ici, c'est vraiment un changement de tenue total. C'est la tenue pour aller travailler, parce que j'y vais à vélo, la moitié du chemin. Pour pas faire cliché, c'est une tenue rose à fleurs. Mais j'ai toujours aimé le rose et les fleurs. Donc voilà, ça donne un peu plus de courage au matin quand il fait pas bon. Megan est épidémiologiste. Elle a choisi d'aller travailler à vélo pour payer sa transition, car son employeur lui verse une indemnité pour chaque kilomètre parcouru.
Et c'est parti pour une 40aine de kilomètres. Donc ça, c'est une appli qui me permet d'enregistrer les kilomètres que je fais pour aller au boulot. Et donc ça enregistre mon trajet, tous les kilomètres que je fais. Parce qu'en fait, ils nous sont payés 24 cents du kilomètre. Donc ça fait quand même 78 km par jour. Mais ça doit quand même me faire entre 200 et 300 € par mois. Et ça me permet de financer une grande partie de tous les frais que la transition engendre. Par contre, sans ça, j'ai pas intérêt à avoir une crampe ou un coup de moins bien. Ou, voilà, il faut que je roule, quoi. Donc, Mégane va encore devoir pédaler pour financer la fin de sa transition. Iris Rose, elle, n'en est qu'au début. Elle se rend à Bordeaux pour sa première chirurgie de féminisation du visage. Chambre 621. Je vous montre, c'est juste une chambre d'hôpital. Hop. Même pas peur. Et ben voilà, c'est fait quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une dizaine de jours. Et un nouveau visage. Bon, ça va être gonflé encore quelques temps. Mais bon. Là, au bout d'une semaine, pratiquement aucune douleur. Ça a bien désenflé. Et je suis contente. Ben, pendant la nuit, mon pansement il s'est décollé. Donc, ben, je l'ai enlevé. C'est un peu tout engourdi, bien gonflé. Sous le menton, je sais pas ce qu'ils m'ont fait. J'ai l'impression que je me suis battu avec un anaconda qui a essayé de m'étrangler au bloc opératoire. Nous la retrouvons 3 mois plus tard. Sa vie et son visage ont changé. Elle apprivoise chaque jour ces nouveaux traits dont elle a toujours rêvé. Il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a dit que je ressemblais à ma mère. C'est pas que je tiens particulièrement à ressembler à ma mère, mais c'est vrai. Alors j'avais vraiment un menton vraiment carré, quoi. Et là, il est plus carré ici, ici ça s'est adouci. Maintenant, quand je me vois, je me souris. J'adore ça. Bon, le seul effet secondaire un peu pénible, c'est que voilà, je vais pas pouvoir reprendre la boxe taille tout de suite, parce que bon, j'ai pas envie de tout casser, quoi. Sourire aux lèvres, lumineuse, la colonelle est apaisée et semble plus confiante. Ça en valait la peine. Oh, tous les jours, je me dis ça. Ça n'a pas de prix de commencer la journée en étant joyeuse. Ça n'a pas de prix de se sentir soi dès qu'on commence la journée. Je pense, c'est comme demander à quelqu'un à qui il manquait une jambe, qu'est-ce que ça fait d'avoir retrouvé sa jambe. Ben, c'est indescriptible, quoi. Ben, je pense que pour moi, c'est pareil, en fait. Je me plais, en fait. Voilà. C'est pas du narcissisme, hein. C'est pas que je me trouve la plus belle ou la plus jolie. C'est ce que je vois dans la glace me convient. J'ai plus ma tête de gorille. Iris semble enfin heureuse. Pourtant, elle souffre en silence d'un mal qui la ronge, car sa famille, et notamment son fils de 22 ans, n'ont pas compris sa décision. Je lui en ai parlé il y a un moment quand même. Il m'avait dit « Ok, j'ai pas de souci avec ça ». Il m'a dit qu'il savait ce que c'était, parce que dans sa classe, il avait eu une fille comme moi. Après, quand on s'est revus, je l'ai prévenu, je lui ai dit « Tu sais, voilà, moi j'ai fait ma transition sociale, maintenant je vis ma vie de femme, quoi ». Donc, j'ai même dit « Si ça te pose un souci, le jour où on devait se revoir, je veux bien me déguiser en garçon ». Il m'a dit « Non, non, j'ai pas de souci avec ça ». Ça s'est super bien passé, on a passé une superbe journée ensemble et voilà. 2-3 mois plus tard, tout d'un coup, plus de son, plus d'image. J'ai appelé sa grand-mère et de ce que j'en ai compris, c'est tout d'un coup, il a réalisé que c'était un peu difficile pour lui d'encaisser ça. Je veux bien le comprendre. De toute façon, c'est mon fils. Il peut faire ce qu'il veut, ça sera toujours mon fils. Aujourd'hui,
C'est l'anniversaire de mon fils. Bon, il n'a jamais aimé vraiment qu'on lui souhaite son anniversaire. Donc ce que je fais, c'est... en général, je lui souhaite un joyeux non-anniversaire pendant Alice au Pays des Merveilles. Les jours avant, les jours après, et ce jour-là, je lui dis juste que je pense à lui. Cette année, c'est un peu particulier parce que il me répond pas. Ça me rend un peu triste, c'est vrai. Moi, je serai toujours là pour lui. J'espère du fond du cœur qu'on se retrouvera. Voilà. Mon fils, je t'aime. Les liens se sont aussi distendus avec ses frères qui refusent de la voir. Le silence, mais aussi l'incompréhension et les reproches. Certains membres de son entourage vivent la transition d'Iris comme une trahison. Tu te rends pas compte, t'es égoïste. Tu penses pas aux autres. Tu te rends compte ce que ça fait sur les autres? Ouais, mais moi j'ai envie de vous dire, moi ma vie je la vis pour moi, je la vis pas pour vous. C'est quoi égoïste? C'est vivre ma vie enfin. Et ça fait 50 ans que j'attends ça. Si certains veulent interpréter ça en disant tu nous as trompés, tu nous as menti, oui, ok d'accord, je comprends ça. Mais c'est ma vie. Iris cherche encore le moyen de panser les blessures qu'aucune chirurgie ne peut réparer. Abigail, elle, a la chance de pouvoir compter sur sa maman. Elle l'a accompagnée il y a plusieurs mois dans la première étape de sa transition, la prise d'un traitement hormonal. Grâce à lui, son corps se féminise subtilement, jour après jour. Donc là, je mets mon oestrogène. Globalement, c'est un gel à appliquer sur la peau et qui va se diffuser pendant 8 heures dans mon corps pour réguler un peu mon taux d'hormones. C'est 3 pompes le matin, 3 pompes le soir à faire tous les jours. Elle prend également des hormones sous forme de cachet. Alors pour une femme transgenre, le traitement hormonal consiste à bloquer les effets de la testostérone et à prendre des œstrogènes pour avoir des effets de féminisation de son corps. Donc les hormones vont avoir une action, y compris sur le visage, un petit peu de répartition des graisses différentes. Ça va réduire un petit peu la pilosité relativement rapidement, en quelques mois. Mais pour la pousse mammaire, par exemple, avec les œstrogènes, c'est plus long. Ça va être variable, ça peut prendre donc de quelques mois pour certains effets à 3 ans pour d'autres effets comme la pousse mammaire. Pour Abigail, certains effets sont déjà visibles. J'ai eu les seins qui ont poussé, j'ai la peau qui devient de plus en plus douce, les poils aussi qui, bien sûr, diminuent. J'ai une pilosité beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce, tout simplement. Un peu comme chez une adolescente. Pour l'instant, on va dire que là, au niveau de mon corps, c'est comme si j'avais 12 ans. Voilà, mes hormones commencent à changer, j'ai un peu la puberté. C'est une nouvelle puberté. C'est pour ça que souvent, entre nous, entre personnes trans, on s'appelle des bébés trans. Pour l'instant, je laisse faire les choses, je laisse voir jusqu'à où les hormones naturelles pourront m'amener. Et ensuite, je déciderai de si ça me convient ou si je souhaite plus. Elle se laisse encore 2 ans avant d'opter ou non pour des opérations chirurgicales. Quoi qu'elle décide, Abigail devra prendre son traitement hormonal toute sa vie. C'est contraignant, mais c'est aussi pour moi que je le fais. Traitement hormonal, avec ou sans opération chirurgicale, nouveau prénom, avec ou sans changement d'état civil. Il existe autant de transitions différentes que de personnes transgenres. Chacune a une vision très personnelle de sa féminité. Il n'y a pas vraiment de parcours typique aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est peut-être une des erreurs que nous, médecins, on a pu faire, c'est que parfois on a un peu trop voulu cadrer les gens dans des cases et ça nous a empêché de voir que ça ne convenait pas forcément et qu'une personne peut être bien avec simplement un changement d'identité et que ça peut lui suffire à être équilibré, à être bien dans sa peau. Certaines vont avoir besoin d'opérations et d'hormones pour être plus à l'aise et pour mieux vivre dans leur vie de tous les jours. Et quand on évoque les opérations, il y en a une qui est dans toutes les têtes, le changement de sexe. Ah oui, donc,
tu as fait l'opération. Donc tout le monde en plus le prend pour certain. Donc là, moi, ça fait 1 an que tout le monde se dit, oui, elle a fait, sinon ce ne serait pas elle. Non, vous allez être très déçus en voyant la vidéo. Vous allez faire, si j'avais su. On estime aujourd'hui aux alentours de 400 à 500 le nombre de vaginoplasties réalisées en France. Donc ça consiste à transformer l'appareil génital masculin en appareil génital féminin avec une opération qui va consister à réduire énormément le gland de la verge pour en faire un clitoris. On va enlever les testicules et on va transformer la peau qu'il y a autour des testicules, qu'on appelle le scrotum, on va la transformer en grandes lèvres et en petites lèvres. Et ensuite, on va prendre une partie de peau du scrotum pour créer la cavité vaginale, parce que très souvent, l'important, c'est l'esthétique, c'est l'apparence, c'est avoir une vulve féminine, mais c'est aussi la fonctionnalité. C'est l'enjeu de cette partie de la chirurgie, c'est de modifier la verge en gardant sa sensibilité. Se lancer dans une vaginoplastie, c'est donc accepter une opération lourde et une convalescence contraignante et douloureuse. C'est notamment pour ces raisons que Megan pensait ne jamais y avoir recours, mais elle est en train de changer d'avis. J'avais décidé de me concentrer sur l'extérieur en me disant je vais y aller étape par étape et je vais voir si c'est mon point de confort. J'ai cru que ça le serait. Mais ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Moi déjà, je passe les 3/4 de ma vie en collant de sport ou à faire du sport. Donc je passe ma journée à me balader avec le casque de vélo devant, avec un sac. Il y a ce qu'on appelle la technique du tucking qui permet de tout cacher, mais du coup il faut du scotch. C'est pas super agréable, mais on ne sait pas s'asseoir sur une selle de vélo sinon vous voyez, c'est très très douloureux. Voilà, moi c'est juste pas mon point de confort. Je ne le savais pas, j'ai tenté étape par étape, mais moi ça ne me suffit pas. L'opération des parties génitales pourrait aussi poser la question de la sexualité. Passer d'attributs masculins à féminins modifie-t-il l'orientation sexuelle ? On aime bien tout le temps mettre des étiquettes. Donc par exemple, moi, je suis passée d'hétérosexuelle à lesbienne alors que je suis la même personne qui aime le même type de personne. Moi, je n'ai pas changé d'attirance. Donc non, là, la transidentité, ce n'est pas une orientation sexuelle. Non, pas du tout. Tout le spectre que tous les autres humains proposent, c'est pareil chez les personnes transgenres. Du côté d'Odili, la réalité est pourtant un peu différente. Elle, qui pensait aimer Megan aussi bien homme que femme, vient pourtant de mettre un terme à leur relation. Aujourd'hui, Yvonne amoureuse, avec qui j'étais depuis plus de 2 ans et demi, m'a quittée au prétexte qu'elle n'aime pas les filles. Vous imaginez bien que c'est la pire raison, la pire nouvelle qui soit pour moi. J'ai beaucoup de doutes sur moi, sur mon chemin, sur les autres humains aussi. J'ai beaucoup de doutes sur moi, sur mon chemin, sur les autres humains aussi. J'y crois plus, mais on n'est pas des monstres. On est jolis et même si du coup je ne l'ai jamais rencontré, je suis sûre qu'une personne nous aimera pour qui on est. Cette rupture sentimentale marque un coup d'arrêt dans le parcours de Megan. Elle préfère pour l'instant mettre en suspens sa vaginoplastie. Le soutien des proches tient une part essentielle dans l'évolution de ces femmes. Iris n'a toujours pas de nouvelles de son fils. Mais ce qui lui donne le sourire aujourd'hui, c'est une reconnaissance professionnelle. À Marseille, elle va recevoir une prestigieuse médaille militaire. Moi, je suis là aujourd'hui parce qu'on va me remettre l'insigne d'officier de l'Ordre national du mérite. Et c'est pour récompenser des mérites éminents. Au service de l'armée depuis plus de 32 ans, Iris a déjà décroché de nombreuses décorations. Donc Légion d'honneur, défense nationale, commémoration Yougoslavie, acte de courage, de dévouement 2 fois quand j'étais dans les pompiers. Il reviendra ici. Voilà. C'est dans l'ordre protocolaire, l'Ordre national du mérite, c'est après la Légion d'honneur. Mais cette cérémonie a pour elle une saveur toute particulière.
C'est la première médaille qu'elle reçoit sous son identité de femme. Un moment hautement symbolique. Même si tous les jours c'est pas rose, même s'il y a des difficultés, je suis quand même heureuse d'être dans une institution qui permet tout ça, quoi. J'ai toujours été fier de porter mon uniforme et aujourd'hui encore plus, quoi. Devant un parterre de journalistes et sous le regard de plusieurs personnalités politiques locales, dont Jean-Luc Mélenchon, la cérémonie démarre. Ingénieur en chef de première classe Vacheron, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Iris devient l'une des rares femmes à recevoir cet honneur. À gauche. 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 Je suis heureuse. Voilà, le fait qu'on me la remette aujourd'hui, 8 mai, au point où j'en suis dans ma vie, à la fois personnelle et professionnelle, ouais, pour moi ça fait du sens. J'ai enfin la vie dont j'ai toujours rêvé. Elle est comment cette médaille? Elle est à sa place. Ah, j'ai envie de jeter mon chapeau en l'air. À la suite des aventures, tout arrive en même temps. Ça, c'est mon premier papier militaire officiel avec mon prénom, la plaque, et maintenant j'ai les papiers. C'est-à-dire que vraiment ça commence à se mettre en place, quoi. Iris Rose a décidé d'aller encore plus loin dans sa transition. Car ce qu'elle aimerait féminiser par-dessus tout, c'est sa voix. Alors aujourd'hui, elle va se faire opérer des cordes vocales à Cannes. Pourtant, à quelques minutes de son entrée à l'hôpital, elle doute. Qu'est-ce que ça va donner, le résultat? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas en train de te tromper? Voilà, quoi, ce genre de trucs. Des questions qu'on se pose toujours avant l'action, quoi. Elle va passer entre les mains du docteur Védrine, spécialiste des cordes vocales. Et nous, on va faire du laser sur la partie antérieure des cordes vocales. Une fois qu'on aura fait le laser, on va mettre des points à ce niveau. Et dans ce cas-là, la zone qui va vibrer sera plus courte. Donc on arrive à avoir une voix avec une tonalité plus aiguë. Bon, c'est rare. Si le médecin tient à rappeler le processus à sa patiente, c'est que cette opération n'est pas anodine et surtout qu'elle est irréversible. C'est sûr que les cordes vocales, lorsqu'on les prend en charge, elles n'ont rien. D'un seul coup, on va lui refaire du laser dessus, on va mettre des points, c'est sûr qu'on va abîmer les cordes vocales. C'est pour ça que souvent on freine au maximum. Il faut vraiment que les gens soient très motivés, que pour eux la voix soit quelque chose de très important. Il y a un temps pour récupérer qui est assez long pour ça. Donc c'est pas, on peut avoir une voix éraillée qui peut durer parfois plusieurs mois, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut être absolument sûr de l'intérêt pour la patiente de la voix. Pas de quoi rassurer Iris Rose. Donc là, l'infirmière va venir vous voir. Le stress monte et cela ne va pas s'arranger. Le personnel soignant va commettre une grosse maladresse. Ça y est, on va y aller. Pardon. Franchement, j'avais fait des trucs là pour qu'on m'appelle madame, qu'on mette un F ici. Et si on m'appelle encore monsieur, j'ai eu en main. D'accord. Franchement, j'ai une tête de monsieur. Non. En cette journée décisive, plus que jamais, Iris Rose mène sa bataille seule. Au revoir, ma voix. Allez, on y va? On part tranquillement? On y va. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, tu peux respirer. Allez, respirez bien. On pense à l'Australie. Donc tu lui baisses l'oxygène, c'est bon? Ok, merci. On va protéger. Non, ça va. Attention. Ok. Quelques heures plus tard, Iris Rose est déjà prête à quitter l'hôpital. Son amie Caroline va veiller sur elle les prochaines 24 heures. Voilà. C'est la fin. Bonjour. Bonjour.
C'est mon petit colis. Voilà. Le sac. Mais Iris va devoir encore attendre avant de découvrir sa nouvelle voie. Elle a l'obligation de se taire complètement pendant 3 semaines. Son seul outil de communication, ce carnet. Va, fais-toi dorloter jusqu'au bout. Au revoir, Madame Vacheron. Allez, merci. À bientôt. Le résultat sera-t-il à la hauteur de ses attentes? Cette impression de saut dans l'inconnu, ce vertige de la nouveauté, mélange de peur et d'excitation, c'est aussi ce qu'a ressenti Abigail la première fois qu'elle s'est confrontée au monde extérieur sous son apparence féminine. Elle se rend aujourd'hui dans le centre-ville de Gap avec sa maman et sa petite amie Rachel pour faire les boutiques. Bonjour. Une situation qui la paralysait il y a encore quelques mois. 36, 38, oui. Ah bah c'est bon ça. Tu veux l'essayer? Ouais. Il est chouette. J'aime bien. La première fois qu'elle s'est acheté des vêtements féminins, elle n'a pas osé le faire seule. C'est sa maman qui s'est faite passer pour la cliente pendant qu'Abigail se cachait en cabine. C'était pittoresque parce que, vu sa taille et la mienne, un jour, je me rappelle, une vendeuse me dit mais madame, vous n'êtes pas du tout dans la bonne taille. Et moi, je la regarde, je lui dis mais je fais ce que je veux. Hein? Puis bon, je courais et tout ça. Alors elle essayait. Et puis elle me disait non, ça me va pas, c'est trop petit, c'est trop grand. Alors je courais aller chercher une autre taille. Tu vas ici? Ouais, tu veux, oui. Aujourd'hui, Abigail n'a plus honte et assume ses essayages. Waouh. C'est pas mal. Ah ouais. Ouais, mais il tourne. Attends. Excuse-moi, hein. Vas-y, vas-y. Bouge pas. Non mais chérie, mets-toi droite. Voilà. Non mais je me regarde aussi un peu. Bah oui, ma puce, mais c'est ton jean que je veux tourner. Valérie, vous la trouvez comment, votre fille? Elle est belle, elle est sexy, elle est bien foutue. Merci. C'est toi qui l'as faite. C'est moi qui l'ai fait. Si Abigail prend autant de plaisir à faire du shopping, c'est aussi parce que dans cette boutique, on ne la dévisage pas. Je pense qu'il faut tout simplement la considérer comme une cliente comme les autres. Voilà. Déjà, un simple bonjour, au lieu d'un bonjour monsieur, bonjour madame, c'est déjà un premier pas. Eh ben, en vous remerciant. Merci à vous. Une bonne journée. Au revoir. Être soi-même en pleine lumière est encore risqué, mais Abigail ne renoncera pas à sa liberté. Pour clôturer cette année passée à leur côté, nous avons invité Megan, Iris Rose et Abigail à faire le bilan du chemin parcouru. Nous avons voulu savoir si elles étaient fières des femmes qu'elles sont devenues. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois la personne que je veux être, qui ne se cache pas, qui s'assume, tout simplement. J'aurais pu me cacher bien plus longtemps avec ce discours que t'es né garçon, tant pis. Ce tant pis-là, au final, je l'ai mis au placard. Libérer la parole, normaliser l'existence des personnes transgenres, c'est agir pour leur sécurité. Une urgence quand on sait qu'une personne transgenre sur 3 affirme avoir déjà subi des violences au cours de sa vie. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête, effectivement, de tomber sur quelqu'un de mal luné ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne paranoïaque non plus, parce que sinon on ne vit plus. Et de toute façon, c'est en se montrant, en étant forte, en se mettant face à presque ces gens, en leur faisant comprendre que non, on n'est pas des objets, on n'est pas leur fantasme, on est des êtres humains, que aussi on libère aussi d'autres personnes plus vulnérables de ce genre de choses. Donc oui, bien sûr que ça me traverse l'esprit, oui, je fais attention, mais il ne faut pas non plus que ça t'empêche de vivre. Que ça ne m'empêche de vivre, oui, tout à fait. Que ça me bouffe. De toute façon, voilà, il faut que ça existe et il faut que ça rentre dans les mœurs. Ce combat, Abigail compte bien le poursuivre. Elle a récemment créé une association locale pour aider les femmes comme elle à avoir le courage de se lancer. Je pense que ça ne demande pas forcément du courage d'être une personne trans. Ça demande autant de courage que d'être une personne tout court, d'assumer ses choix, d'être droit dans ses bottes, de s'assumer comme on est et de le revendiquer, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Si ça demande du courage de faire une transition, d'après les dires des gens, mais ça veut dire qu'ils admettent que la société est méchante ou néfaste envers les personnes transgenres. Parce que si c'était quelque chose
que tout le monde acceptait sans aucune violence, problème, insulte, ben, ça ne demanderait aucun courage. Donc, moi, des fois, quand les gens me disent « tu as été courageuse », c'est comme s'ils admettaient « bah oui, c'est un fait, on va bien en faire baver aux personnes transgenres, donc elles ont du courage, celles qui arrivent jusqu'au bout ». Ça ne devrait me demander aucun courage. 4 mois après sa rupture, le chagrin de Megan s'est estompé. Elle a repris le chemin de sa transition et vient de subir une orchidectomie. Une ablation des testicules qui empêchera son corps de produire de la testostérone. Une chirurgie génitale moins invasive que la vaginoplastie. Et donc j'ai opté pour une solution, on va dire, entre les deux. Je verrai bien ce que ça donne. Là voilà, je n'aurai plus que les oestrogènes à prendre et mon corps ne fera jamais marche arrière. Donc c'est hyper soulageant. Cette dernière opération marque un tournant dans sa vie. Sa transition touche à sa fin. Celle qui revendiquait sa transidentité auprès de ses proches et sur les réseaux sociaux n'est aujourd'hui plus la même. Elle a supprimé toutes les mentions qui l'affichaient en tant que fille transgenre. J'ai plein d'autres trucs à offrir au monde, juste en tant que Megan. Oui, il faut faire évoluer les mentalités, il faut montrer qu'on est des filles comme les autres. Mais c'est simplement qu'en fait, j'ai plus envie d'être réduite à ça, premièrement. Et deuxièmement, j'ai envie que ce soit mon choix de le dire aux gens, en fait, ou pas. Mais j'aime bien être une militante oui, de la cause des personnes transgenres. Sinon, je ne serais même pas là en train de parler, je ne me laisserais pas filmer. Mais pas partout et tout le temps, en fait. D'autant plus qu'elle se sent maintenant prête à rouvrir son cœur. Avant Odili, c'est en tant que garçon qu'elle faisait des rencontres. Aujourd'hui, c'est une femme à part entière qui se prépare pour un rendez-vous galant. Il y a la question de est-ce que je dois dire que je suis une fille transgenre, est-ce que je dois pas le dire, quand je dois le dire, avant, après, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important. Je me suis dit que tant que je ne sors pas avec la personne, je ne vais pas me présenter en tant que fille transgenre, parce que je vois pas ce que ça apporterait en plus de faire un coming out vers quelqu'un qui n'est pas encore quelqu'un pour moi. Par contre, oui, à partir, je crois, du premier jour ou du premier baiser, ou juste après, je crois que je le dirai. Pour être sûr de ne pas aller trop loin aussi avec quelqu'un qui pourrait me rejeter juste pour qui je suis. Donc j'essaye de me préserver et de trouver la meilleure solution. Megan mesure avec fierté son évolution. Waouh, quel chemin, quoi. J'ai l'impression que j'ai vécu 10 ans, en fait, et j'ai juste vécu 1 an. Donc c'est ça qui me sidère le plus. Et juste ce sentiment de, en fait, je peux juste être bien, là, maintenant, sur Terre. C'est génial. Elle, qui enfant, n'aurait jamais pu imaginer qu'elle pourrait un jour être une femme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'enfant que vous étiez? Juste, tiens bon. Voilà, tout court, tiens bon. T'y arriveras. Pour Iris Rose, la lumière apparaît aussi au bout du tunnel. Nous l'avions laissée après sa chirurgie des cordes vocales. Pendant 3 semaines, elle a dû rester complètement muette. Ses premiers mots ont été pour notre caméra. Je vous laisse juge. Voilà, donc j'ai eu interdiction de parler pendant 2 à 3 semaines. Voilà. J'ai une voix qui est revenue un petit peu. Elle devra encore travailler avec un orthophoniste pendant plusieurs mois pour modeler son nouveau timbre de voix. L'opération de vaginoplastie est prévue en décembre de cette année. Donc ce qui veut dire que en 1 année, j'aurais réussi à faire toutes les opérations chirurgicales que j'avais prévu de faire, quoi. Pour devenir femme, Iris a accepté de lâcher prise, d'abandonner tout ce qu'elle contrôlait depuis 57 ans pour laisser enfin sa petite voix intérieure s'exprimer. Même si j'ai eu des moments difficiles après, j'ai jamais regretté ce jour-là. J'ai jamais. Oh. Non, jamais, jamais, jamais. Nous l'accompagnons aujourd'hui près d'Avignon, où elle pratique le parachutisme depuis plusieurs années. Le seul manque à sa vie, la présence de son fils, qui venait régulièrement sauter avec elle. J'espère qu'il pense à moi. Le jour où j'ai accepté d'avoir peur,
Oui, ne pas me laisser submerger par la terreur. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Pour Iris Rose, ce saut dans le vide a un goût de victoire et de liberté. Moi, j'ai jamais été jeune et jolie. J'ai décidé, je serai vieille et belle. Je suis fier de ce que j'ai fait pour moi. Aujourd'hui, je suis femme et finalement, je l'ai toujours été. Vieille et belle. J'ai la vie dont j'ai toujours rêvé. Et ça n'a pas de prix. Et maintenant, je commence. Je commence à vivre, se libérer, délivrer, tout ça. Voilà. Bisous.